pas directement impliqués dans cette affaire-là, mais des petits-enfants, arrière-petits-enfants, qui ont repris la question de la mémoire et qui ont remis à l'agenda, par exemple, la question des fusillés, la question qui vient d'arriver à terme, puisque un fusillé de 1914 vient d'être réhabilité par le président de la République à l'occasion de ces cérémonies du 11 novembre. Donc on voit bien, Pierre Nora, que malgré tout, il n'y a pas que des côtés négatifs à ces volontés mémorielles, il y a aussi une volonté de remettre à l'agenda certains, comme le dit tout à l'heure Jean-Claude Monod, des sujets qui avaient été mis sur le côté par l'État, mis sur le côté par une histoire qui ne voulait pas les voir d'une certaine façon. Qui veut... Allez-y. Bonjour à vous, Jean-Guy Lesquels. Je voudrais poser une question particulière à Pierre Nora parce qu'il a un mot. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé et qui me semble tout à fait essentiel, un mot, c'est la question de la Maison d'Histoire de France, parce que il me semble que tout le débat qui a eu lieu ce matin a été extraordinairement représentatif de la pollution générale du débat sur ce que peut être l'histoire de France, pollution engendrée par l'initiative de la création de la Maison de l'Histoire de France. Parce qu'il me semble que ça illustre la grande difficulté qu'il y a à produire un programme qui aurait été un programme national. Donc, j'aimerais que vous reprécisiez votre position là-dessus, parce que sur cette question-là, Pierre Nora, vous avez pris le risque de décevoir le Figaro Magazine. De décevoir le Figaro Magazine. J'ai aussi parallèlement, j'ai aussi déçu une bonne partie de mes amis historiens qui étaient favorables, qui étaient défavorables au projet d'une maison d'histoire de France, mais parce qu'ils pensent, par une espèce d'hostilité à l'histoire de la France, disons carrément, et que le seul fait, précisément, de consacrer une institution à la France et à son histoire leur paraissait coupable pour beaucoup d'historiens. Donc, je dirais, j'ai déçu à droite et déçu à gauche. Bon, je m'en suis remis, mais pourquoi moi, j'ai été hostile dès le départ à cette histoire de musée d'histoire de France, et je crois que d'ailleurs ça n'a pas facilité la constitution par Frédéric Mitterrand du comité scientifique destiné à la gérer. Mais j'y étais pour un certain nombre de raisons. La première, c'est que toutes les tentatives de faire un musée d'histoire de France ont échoué. Wirth le sait parfaitement depuis le Second Empire, et pour une raison, c'est qu'il y a beaucoup d'histoire de France. La France est faite de beaucoup d'histoires. La notion même de France est problématique, complexe, synthétique, etc. Et il y a eu des traditions très profondes de division de l'histoire de France, et il y a eu beaucoup de musées qui, chacun dans leur genre, expriment cette diversité, cette division, cette conscience conflictuelle de soi que la France représente. Et par conséquent, en soi et épistémologiquement, si j'ose dire, ou intellectuellement, je ne voyais pas pourquoi ça réussirait mieux aujourd'hui que ça n'avait jamais réussi. Bon, la deuxième, c'est que, bien évidemment, c'était dans l'idée présidentielle la séquelle de sa campagne sur l'identité nationale
et par conséquent, c'était idéologiquement extrêmement marqué, et là, je suis encore plus ferme que M. Wirth sur l'offensive à laquelle on avait assisté, qui me paraissait pas rendre hommage à l'histoire de France, mais l'instrumentaliser, la politiser, l'utiliser. Et que dans la mesure où ça allait être un impératif présidentiel, une initiative gouvernementale, une tutelle de l'exécutif, les historiens ne seraient pas libres, ni les gens des musées, de faire un type d'histoire qu'ils voulaient faire. Et que ce péché originel de politiser cette initiative allait la marquer pour longtemps. Je le pense. La preuve, c'est que dès qu'il y a eu un autre gouvernement, ils l'ont bazardé, si j'ose dire. C'était donc une politisation extrême. Et la troisième des raisons, c'est que je ne voyais pas ce qu'on mettrait là-dedans, sauf à le prendre aux autres musées, et qu'on ne concevrait pas un musée d'histoire de France, qui allait devenir une maison justement parce qu'il devait avoir la difficulté de faire un musée, sans détruire les autres musées. Donc il y avait un problème de faisabilité qui me paraissait insurmontable. Et alors le calme avec lequel j'ai exposé, je crois, ce point de vue, et justement l'a rendu assez convaincant. Mais je ne voyais aucun inconvénient à ce qu'on parle de la France et à ce que même on fasse un musée. Et pour tout vous dire, j'avais une idée que je n'ai pas voulu sortir justement auprès de Sarkozy, mais que j'ai sorti auprès de Hollande. Je l'ai vu, je lui ai fait une note, il avait l'air très convaincu, et puis il n'a pas fait. Bon. Alors mon idée était toute simple, était que parce qu'ils se sont posé le problème, dès qu'arrivé au pouvoir, Hollande s'est posé le problème, si on bazarde, on a l'air de ne pas s'intéresser à l'histoire de France, si on ne bazarde pas, on va dans les pas de Sarkozy. Alors que faire? Et donc j'avais eu l'hypothèse, l'idée de lancer l'idée d'un grand, pour la première fois, musée virtuel. C'est-à-dire que ça se fera, compte tenu des technologies d'aujourd'hui, le but de lancer l'idée d'un musée totalement dématérialisé et complètement un grand portail de l'histoire de France qui aurait permis. D'abord, on pouvait lancer politiquement les choses en disant l'histoire de France n'appartient pas qu'à la France, les technologies les plus modernes au service de la connaissance du passé, de Vladivostok à Tombouctou, on donne de 7 ans à 77 ans, de l'école aux retraités, on offre l'histoire de France sous toutes les formes. Alors ça résolvait le problème des collections par définition, parce qu'on pouvait faire autour de toutes les collections, mais en apporter d'autres, faire des débats, critiquer les objets, les montrer. Moi j'étais pas contre le fait qu'on montre les objets du roman national les plus intenses, les couronnes des rois de France, si on voulait. On peut faire des cours admirables sur la symbolique de ces pierreries des couronnes, comme l'ont fait les historiens allemands. On pouvait faire les lieux révolutionnaires de Paris et aller de rue en rue pour essayer de faire. Donc on peut tout faire. Et ça résolvait le problème de la direction idéologique, puisqu'un réseau complet supprimait toute espèce d'orientation idéologique, c'est une évidence. Et ensuite, c'était un musée progressif, puisque évolutif à travers le temps, puisqu'on pouvait enlever des choses, en mettre d'autres en permanence, à la différence d'un musée qui porte toujours la date du moment auquel il a été fait. Donc je pensais que c'était un moyen de s'en sortir par le haut, et alors je crois que ça a été pas retenu parce que ça a paru quand même cher, en dépit de tout, et qu'on ne veut pas dépenser un sou pour cette histoire-là. Merci, voilà. Merci Pierre Laurent. Une question. Mais c'est pour vous dire que je n'étais pas contre l'histoire de France.
Monsieur. Encore une fois, je ne suis pas un historien. Seulement, je suis un citoyen modeste. Alors, je vais vous raconter un peu mon vécu, mais très rapidement, pour dire que j'ai apprécié ce que M. Wirtz nous a dit à propos de l'enseignement d'histoire et comment il pouvait être bien reçu par des élèves. Or, moi, j'ai été un élève qui a été tout jeune, qui a apprécié beaucoup, n'est-ce pas, qu'on lui raconte l'histoire. Je me rappelle de religieuse, j'étais tout jeune. Et alors, ça a bien marché, j'étais toujours premier en histoire, jusqu'au moment où Isaac, n'est-ce pas, Malais Isaac m'a tué, je peux dire. Comme, voilà, j'allais dire, j'ai trouvé subitement à la place des imageries d'Épinal, bon, maintenant ce serait la télévision, je ne peux pas investiguer là-dessus, mais disons que j'ai vu les arbres généalogiques. Alors les arbres généalogiques, j'allais dire que je ne digère pas. Ils sont volumineux, ils sont filandreux, il y en a partout. Et ça me gêne de pouvoir digérer l'histoire. Donc pendant longtemps, je suis resté sans... Attendez, votre question, monsieur, c'est quoi exactement votre question? Votre question, c'est... Oui, ma question est la suivante. Je suis venu à l'histoire après, et grâce à la littérature, peut-être Victor Hugo et Shakespeare, probablement. Et je me dis, quelle est la liaison? La question est la suivante. Quelle est la liaison? Est-ce qu'on peut faire apprendre l'histoire et la littérature en même temps? Voilà. Ça, c'est une question, je ne sais pas, c'est peut-être les professeurs qui sont dans cette salle qui pourraient vous répondre, je ne sais pas. Disons usage de la littérature en cours d'histoire. Aujourd'hui, l'interdisciplinarité fait que l'histoire doit être étudiée en liaison avec l'histoire des arts, mais aussi avec la littérature. On peut effectivement, à partir de Victor Hugo, mais l'important c'est qu'il y ait le travail de l'historien, parce que l'histoire n'est pas un roman, l'histoire est une procédure de vérité. Donc évidemment, la vision du romancier n'est pas la vision de l'historien. Dans l'interdisciplinarité, la discipline historique ne doit pas perdre son identité et l'identité de ses démarches. Oui. Qui a le micro? Monsieur. Oui, j'aurais une question. C'est par rapport au. Je suis enseignant en histoire et en terminale en particulier, donc du coup, justement les nouveaux programmes. Or, oui, il y a une question qui me pose problème, c'est l'importance, parce que vous disiez, on doit participer, le récit, tout ça. Je suis tout à fait d'accord, sauf que quand on fait le décompte, on a 25 chapitres. Sur l'année, entre l'histoire et la géographie, et ça représente à peu près une semaine et demie par question. Or, justement, pour qu'il en reste quand même, justement pour le baccalauréat, j'ai l'impression que pour les élèves, c'est quelque chose qui est vraiment difficile, pour le professeur aussi, pour le réussir à faire passer. Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième, j'ai l'impression que si on compare les programmes par rapport à les 50 ans, c'est que maintenant on a des élèves qui sont à la fois d'origine sociale très différente. Or, les programmes, j'ai l'impression qu'ils n'en tiennent pas vraiment compte. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, on va dire, entre les enseignants et les élèves, la distance sociale était très proche, c'est le même monde, disons, pour simplifier. Alors qu'aujourd'hui, on a des élèves d'origine très différente qui, pour certains, ne vont pas au musée, n'ont pas cette habitude, n'ont pas vraiment des livres à la maison, n'ont pas des bonnes conditions pour étudier. Or, j'ai l'impression que les programmes n'en tiennent pas compte. On demande de plus en plus l'esprit critique. D'ailleurs, une des nouvelles épreuves au baccalauréat, c'est le commentaire critique. Or, le commentaire critique, pour moi, nécessite justement cette culture, cette connaissance. Or, les programmes, on n'a pas le temps de le faire véritablement. Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle vraiment. Oui, je dois qu'on s'éloigne trop du sujet qui est mémoire et histoire. C'est pas très rapidement pour vous répondre. Quand on parle de chapitre, on parle de quoi? En fait, dans les programmes, vous l'avez vu, il y a une colonne à gauche et une colonne à droite. Si on prend la colonne de gauche, c'est énorme. Et les études qui sont prévues dans la colonne de droite, mises en œuvre, sont justement prévues pour permettre de ne pas être exhaustif
mais de cibler sur quelque chose que l'on va pouvoir raconter. Donc l'idée est là. L'idée, c'est comment appréhender un phénomène qui est gigantesque à partir de quelque chose qui est porteur de sens et qui est significatif. Mais sur l'hétérogénéité sociale. Alors, deuxième partie de la question, effectivement, ces programmes, bon, ils ont été accusés d'être des programmes Sciences Po, etc., et d'être des programmes trop ambitieux. Combien de profs sont venus nous voir à Blois l'année dernière? On parle bien des profs de lycée. Oui, pour nous dire que c'était infaisable. Ils avaient une peur incroyable de ne pas arriver à les faire. Donc, premièrement, quand des programmes entrent en application, il faut les laisser vivre au moins 1 an pour savoir si on peut les faire ou pas les faire. C'est la première chose. Deuxièmement, on n'est pas complètement schizophrène, et quand il nous remonte des difficultés de ce type, on prévoit des allègements. Ces allègements, on aurait souhaité qu'ils soient publiés beaucoup plus tôt. Ils vont l'être. Ils ont été adoptés par le Conseil supérieur de l'éducation, je vous l'annonce, du 24 octobre. On aurait souhaité que ça passe début octobre, mais bon. Donc il va y avoir des allègements. Il va y avoir des allègements pour le programme de terminale. Laissons-le vivre cette année. Alors, je n'oublie pas le fond de votre question, le problème de la non-connivence. Il y a eu un temps où il y a eu une connivence entre l'enseignant et social. Bon, ceci étant dit, est-ce que ça veut dire pour autant, parce que il y a un fait qui s'est affirmé depuis les années 60 et encore plus fortement depuis les années 80, qui est la massification de l'enseignement, qu'on doit renoncer à toute ambition pour les élèves? Est-ce que l'enseignement n'est pas là pour élever tous les élèves, quels qu'ils soient, quelle que soit leur catégorie sociale? Moi, j'ai la faiblesse de le penser, si vous voulez. Donc, est-ce qu'on doit renoncer à toute ambition parce qu'il y a une massification de l'enseignement? Ma réponse est non. Justement, le problème, c'est qu'on retrouve après dans l'enseignement supérieur, c'est que, en particulier dans les grandes écoles, dans les grandes prépas, le pourcentage des élèves, par exemple, d'origine ouvrière, il n'a cessé de se réduire. Ça, c'est pour l'histoire. Oui, donc moi j'aurais plus une remarque qu'une question, c'est que vous avez parlé beaucoup d'apprentissage de l'histoire à l'école, vous avez parlé des programmes, vous avez parlé des élèves, mais vous n'avez pas parlé des enseignants, parce que malgré tout l'enseignant est un peu le seul maître dans sa classe. Et moi j'ai le souvenir quand j'étais au lycée qu'un professeur d'histoire, on commençait à parler donc, de l'Afrique précoloniale qu'il avait enseigné, et lui il n'en avait strictement rien à faire, il disait clairement qu'il n'allait pas l'enseigner, ou s'il l'enseignerait, il passerait très vite dessus. Est-ce que vous faites une communication directe auprès des enseignants pour expliquer pourquoi vous faites les programmes? Alors, écoutez, pour chacun des programmes, alors on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord et les moyens que l'institution met à notre disposition. Il y a eu, chaque année, ces dernières années, et je parle en présence d'inspecteurs pédagogiques régionaux, il y a eu des séminaires nationaux où on a réuni les IPR et les formateurs, les professeurs formateurs, ça mobilise pas mal de monde, qui se sont passés à Paris, mais qui ont aussi été les premières années, on avait plus de moyens, on a pu les décentraliser en faisant ce qu'on appelait des interacadémies, et ensuite, les inspecteurs pédagogiques régionaux se démènent sur le terrain, avec aussi les moyens du bord et les moyens qu'on met à leur disposition, pour répercuter l'information et dire voilà comment il faut traiter. Et puis par ailleurs, puisqu'on a parlé d'Internet, vous allez sur le site EduScol, qui est le site officiel d'éducation nationale, et vous avez sur chacun des thèmes du programme, sur chaque année, ce qu'on appelle on parle plus d'instruction officielle, on ne parle plus de documents d'accompagnement, aujourd'hui on parle des ressources pour faire la classe. Vous avez sur chacun des chapitres, si vous ne l'avez pas fait, vous y allez, vous avez des ressources qu'on ne veut pas exhaustives, ça fait 2, 3, 4 pages maximum, où on vous dit quels sont les pièges à éviter, quelles sont les problématiques, quelles sont les ressources à votre disposition pour aller plus loin. Question là-haut. Oui, j'ai des casquettes multiples, mais plus d'élèves. Internet, dont je suis un militant, ça me permet d'écouter en différé Emmanuel Laurentin et la Fabrique, et d'entendre par exemple, et de faire écouter, et d'entendre par exemple une émission dans laquelle 2 universitaires interviennent sur religion et société aux États-Unis depuis 1890, les 35 premières minutes traitent le 17e et le 18e, qui sont passionnantes, ce qui montre qu'il y a un problème quelque part.
À vous de chercher où ça peut être. Internet, ça me permet aussi de voir ce que nos collègues ont supporté sur la mise en route d'un programme de première, dont l'essentiel des critiques ont été formulées avant que ce programme ne soit définitivement adopté. La plupart des, je vous promets, on remonte en 2010 et on regarde les critiques, elles existent. Et je pense à mes collègues d'Aggiornamento, j'ai aussi une présence sur la PAG. Et sur le fait de mémoire et histoire. Et Annette Léborga précisait qu'elle vient de publier dans l'étude un article sur développant ce qu'elle a fait dans l'histoire. Donc Internet est un outil essentiel. Alors bien sûr, après on est d'accord, c'est-à-dire qu'il y a tout le travail de formation, et moi j'ai beaucoup apprécié qu'il y ait un chapitre sur l'histoire et mémoire au pluriel. On allait écouter Pierre Laborie samedi ici, ce qui est parfois oublié, de façon effectivement à ce qu'il y ait un travail plus important. Moi ce que j'ai peur, si vous voulez, c'est que dans cette affaire, les discours soient totalement déphasés de la réalité. Parce que quand vous dites liberté pédagogique des enseignants, vous savez très bien que le témoignage qu'ils vivent, c'est celui d'avoir à obéir un certain nombre de consignes qui sont des consignes très directives. Et on aurait pu penser qu'il y ait un peu plus de liberté là-dessus. Et sur la mémoire, après, je crois qu'il y a un problème, moi, que je mettrais simple, enfin, il a été débattu ces jours-ci, c'est à la fois l'âge des acteurs. C'est évident, par exemple, que les gens qui ont témoigné massivement de la déportation l'ont fait après leur carrière professionnelle, je pense à Simon Michel, clair. Et puis, l'autre point, aussi, moi je fais une différence, bien sûr, les collègues ont à choisir entre la Seconde Guerre mondiale et l'Algérie. La Seconde Guerre mondiale étant largement rodée, j'ai souvenir d'un débat, j'ai souvenir d'un débat à Rennes entre Pierre Nora et Claude Lanzmann, et les choses n'étaient pas si simples parce que de fait on est à vivre. Mais globalement, il y a à peu près d'accord sur l'essentiel concernant la Seconde Guerre mondiale, parce que personne n'ose se revendiquer, heureusement, du nazisme. Sur la guerre d'Algérie, tu l'as montré autrefois dans l'émission. Daniel, je te coupe parce que non, il y a ça. C'est des acteurs qui sont encore en train de continuer la guerre d'Algérie. Oui. Oui, alors, bonjour, moi je suis guide conférencier et je fais visiter donc les plages et plein d'autres endroits. Et moi j'ai un problème, vous parlez toujours de l'histoire de la France, alors qu'en réalité il faudrait plutôt dire l'histoire des France, parce que même l'histoire de la Seconde Guerre mondiale dans le Calvados n'est pas la même qu'au Vercors ou dans la Provence. Alors pourquoi est-ce qu'on parle toujours de l'histoire de la France? Pourquoi simplement l'histoire de la France et pas l'histoire des France? C'est-à-dire pourquoi ne pas laisser droit aux différentes expériences que chacune des régions a pu vivre? Vous me faites penser à une réaction, par exemple, sur la commémoration bientôt de 1914. Je pense que du côté de Verdun, par exemple, la façon dont on perçoit cette commémoration n'est sûrement pas la même que du côté de Bordeaux ou du côté de La Rochelle. C'est évident qui veut répondre sur cette question, histoire de France, histoire des franches, Jean-Claude Bonneau, vous voulez dire un mot? Je pense de toute façon, la France, comme dirait Kozelek, c'est un singulier collectif, c'est un nom qui lui-même recouvre une diversité de collectifs. Ensuite, le Calvados, vous pouvez aussi créer un collectif à l'intérieur du Calvados, et donc vous pouvez braquer la focale de plus en plus. Voilà, de plus en plus près, de plus en plus loin. Donc je pense que en fait, dans toute histoire, dans toute narration historique, vous avez à faire jouer ces jeux d'échelle dont parlait Jacques Rebel, et vous pouvez, je pense, parler du débarquement en montrant que dans cette région il y a quelque chose de très spécifique, qui diffère de quelque chose qui s'est passé à 70 km, qu'en même temps il y a quand même un processus global qui est le débarquement, etc. Donc là ça ne me semble pas soulever une objection particulière. Ça permet de faire de la géographie, ça permet de montrer, je pense, un peu les subtilités des échelles historiques. En même temps il y a des événements historiques qui concernent aussi, c'est quand même la libération de la France en tant que pays, etc. Alors, juste un mot, c'est tout à fait possible. Dans le cadre, parce que j'affirme quand même que la liberté pédagogique est un principe essentiel des programmes, dans le cadre de la liberté pédagogique, tout enseignant peut s'appuyer sur des exemples locaux. Il est évident que si on est en Limousin, au Radeau-sur-Glane, les Penductules, etc., il est évident que si on est en Normandie, le place du département, c'est clair. Voilà qui rappellera quelque chose tout professeur le peut. À Pierre Nora et à Jean-François Chanet qui était cité tout
tout à l'heure, c'est la France et les petites patries, comme sur la Troisième République. On parle de la France, mais on parle aussi des petites patries. Oui. Oui, vous avez évoqué devant nous le mémorial portugais d'Oliveira, je suis professeur d'histoire. Vous avez évoqué devant nous ce matin les relations complexes qui s'établissent entre l'histoire et la mémoire. Et je voulais apporter un témoignage en fait, que ce couple pouvait très bien fonctionner, même après des débuts qui pouvaient parfois être un petit peu difficiles. À partir de 1996, nous avons travaillé au sein de la Fondation pour la mémoire de la déportation sur l'élaboration de la conception d'un mémorial, la liste complète, d'une histoire totale, des déportés partis de France. Nous avons eu, pour ce faire, besoin de rencontrer les amicales déportés. Ouais. Et c'est vrai que les témoins de la déportation, au début, ne voyaient pas forcément d'un bon œil le fait que de jeunes historiens qui ont envie de faire une histoire totale viennent commencer à travailler sur leurs propres matériaux, commencent à rentrer au cœur de leur propre mémoire. Et je pense que ce qui nous a permis de nous rencontrer, c'est de prendre conscience qu'il s'agissait d'un problème d'intersubjectivité, c'est-à-dire que l'un et l'autre, l'historien et le témoin, avaient vraiment besoin du miroir de l'autre pour pouvoir exister. Et le témoin s'est très bien retrouvé au sein de cette fondation, puisqu'il a besoin de passer le relais, la finitude humaine étant là, le besoin d'exister, puisqu'il s'agissait d'une mémoire de déportation qui était non raciale, c'est-à-dire la déportation politique, vous avez évoqué tout à l'heure, et nous-mêmes, besoin de rentrer dans un champ d'investigation totalement nouveau. Et parmi nous, dans l'assistance, aujourd'hui, nous avons des membres à la fois témoins de cette déportation, anciens déportés, enfants déportés, et puis des jeunes historiens qui poursuivent ce travail. Et je pense que cette prise de conscience de l'intersubjectivité permet de relier ces deux notions, à la fois l'histoire et la mémoire, à la fin de travailler dans le même sens. Merci de ce témoignage, monsieur. Oui, je vais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux diversités sociales de classe. Ce n'est pas nouveau. Je crois que la théorie de Bourdieu sur les solitudes par rapport à la classe, ça date d'il y a plusieurs décennies. Donc, ce qui est beaucoup plus intéressant, à mon avis, sur la diversité des classes, ce sont les origines des différents étudiants. Moi, j'ai des amis qui sont professeurs en région parisienne, et ils ont des personnes originaires de communautés différentes qui portent des revendications mémorielles. Et est-ce que, entre professeurs, est-ce qu'avec l'éducation de M. Vert, est-ce qu'il y a des séminaires, des travaux autour de ces élèves qui viennent porter, ils ont 17 ans, ils ont 16 ans, les revendications mémorielles de leurs parents et de leur communauté? Il y a des travaux, est-ce que vous en parlez entre professeurs? Qui veut répondre? Je ne sais pas, Laurent. Là, on a eu l'exemple de la guerre d'Algérie avec la crise au début des années 2000 et la mise en place de cette université d'été en 2001, si je me souviens bien, ça devait être l'été 2001, c'était tout simplement pour aider les professeurs à faire face à ces possibles revendications et demandes mémorielles. Et concrètement, je sais que la PHG avait fait une enquête à ce moment-là aussi sur ces problèmes-là, mais effectivement, il faut connaître les professeurs, et cette université d'été avait été mise en place dans ce cadre-là. Moi, j'ai assisté à des cours en lycée professionnel très difficiles, où la jeune enseignante commençait un cours sur la guerre d'Algérie, et où un élève qui se lève, il dit: mais de toute façon, vous, pendant la guerre d'Algérie, vous avez été pire que les nazis, etc. Donc, effectivement, il faut connaître les professeurs face à ça. Y compris enseigner le fait religieux. Permettez-moi de vous dire, Laurent, qu'on aimerait bien avoir de temps en temps des points un peu précis sur ces questions-là, parce que ça permettrait d'éviter aux journalistes en particulier de répéter tout le temps les mêmes choses sur le même exemple, à savoir l'opposition à la question de la Shoah dans les classes, etc. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans les classes, pose problème? On aimerait bien savoir, et en quoi il y a des nouvelles approches à avoir, des nouvelles questions qui sont posées par les élèves d'aujourd'hui, qui ne sont pas les mêmes que ceux du milieu des années 90. Ça serait vraiment utile de le savoir. On peut parler sous le contrôle des IPR ici présents et qui sont beaucoup plus dans les classes que nous le sommes nous-mêmes, dire qu'il y a un phénomène généralisé de refus d'entendre parler de la Shoah, etc. Ah non, mais justement, c'est ce que disent beaucoup de médias. Oui, mais d'accord, mais on aimerait bien savoir ce qui ça permettrait d'éviter de dire des bêtises, et il faudrait savoir où ça coince. Oui, une dernière question. Oui.
Oui, après tout, moi j'ai aussi enseigné l'histoire. Hein. Il y a fort longtemps dans cette ville, j'ai même remarqué quelques-uns de mes élèves qui ont des cheveux blancs. Mais je suis d'accord, pour revenir à une question qui était posée au début sur la proposition de Pierre Nora, savoir s'il faut un musée de l'histoire de France ou un musée évolutif. Un musée évolutif, parce qu'il n'y a pas de problème seulement de l'enseignement de l'histoire. Il n'y a pas seulement